Je mange de l'herbe. Et quelqu'un est en train de me manger. Ça me plaît pas du tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux animaux du bas de la chaîne alimentaire qui ont décidé qu'ils en avaient assez de leur situation. C'est parti. Les serpents sont les prédateurs naturels des lapins, tout comme les lapins sont les proies naturelles des serpents. Mais ça peut changer si un serpent s'attaque à la mauvaise proie, comme une mère prête à tout pour protéger ses petits. Quand cette femelle lapin à queue blanche a réalisé que sa progéniture était sur le point d'être dévorée par une couleuvre Pantherophis obsoletus, elle a décidé d'oublier qui des deux était le prédateur. Et elle a chargé le serpent. Elle s'est pas contentée de bondir sur le serpent pour l'effrayer, elle l'a mordu avec ses dents. Le serpent a essayé de s'enfuir en rampant, mais la mère lapine en colère l'a pas laissé faire. Elle a tiré le serpent en arrière à plusieurs reprises, le mordant, se roulant sur le dos et essayant d'éventrer le prédateur. En fait, les lapins ont des dents assez solides. Il est surprenant qu'ils ne s'en servent pas comme arme. Et bien que la couleuvre ait réussi à tuer 2 des 3 bébés lapins, l'objectif de la mère était de décourager une fois pour toutes le prédateur de revenir dans son nid. Je pense qu'elle a fait du bon travail. Je serais pas surpris si le serpent développait une phobie des lapins après ça. Pendant que cette mère lapin éventrait presque un serpent, un lièvre se battait contre un busard des roseaux, un oiseau de proie. Pas très grand mais suffisamment redoutable pour être un prédateur mortel pour les lièvres. Quand un lièvre aperçoit cet oiseau, il se cache en vitesse ou il s'enfuit. Mais pas celui-là. Il sautait le plus haut possible, comme s'il voulait attraper le busard et lui donner un grand coup de patte. C'était peut-être aussi une femelle qui protégeait sa progéniture, cachée quelque part dans l'herbe. La maternité fait faire des choses étonnantes aux animaux. D'ailleurs, en parlant de proies qui se transforment en animaux enragés, tâchons de déterminer dans quelle mesure ces animaux sont capables de se battre. On va étudier les lapins. Après tout, les lièvres paraissent plus redoutables. Selon les chercheurs, les lapins peuvent être assez féroces s'ils le veulent. Ils semblent doux et moelleux à première vue. Mais les lapins se battent entre eux à l'aide de leurs dents et griffes acérées, et ils peuvent se griffer et se mordre jusqu'au sang. Et tout ça entre membres de la même espèce. Vous imaginez ce qu'ils pourraient faire en cas de combat contre un prédateur. De plus, les lapins ont des pattes très puissantes, capables de donner de violents coups. Ce qui me fait penser que certains ongulés peuvent sans doute mettre des coups de patte encore plus forts aux prédateurs. Mais lorsque Steve et moi avons cherché des infos, on est tombé sur toute autre chose. Un troupeau de zèbres traversait une rivière dans la réserve nationale du Masai Mara lorsqu'il a été attaqué par des crocodiles. D'habitude, ça se termine par la mort des zèbres, c'est l'ordre naturel des choses. Mais il s'avère que ces herbivores supposés impuissants disposent d'une arme très efficace pour se défendre. Cette arme, c'est leurs dents. Oui, un zèbre a littéralement mordu en retour le crocodile qui allait le mordre. Il a enfoncé ses dents dans la gorge du crocodile. Si j'étais un prédateur, je m'attendrais pas du tout à ça. Je veux dire, imaginez que votre burger essaie brusquement de vous manger. Vous allez évidemment le lâcher. Le crocodile a donc libéré le zèbre qui a tranquillement traversé la rivière. J'imagine le reste du troupeau de zèbres en mode « Attends, on peut faire ça ?» Et les zèbres disposent aussi d'un puissant coup de patte. Regardez ces photos prises en 2011 dans le parc du Ngorongoro en Tanzanie. Des zèbres se promenaient tranquillement dans l'herbe, ignorant qu'un lion était en embuscade. Mais lorsque le lion l'a attaqué par derrière, car c'est ainsi que les lions chassent en général, ce zèbre s'est mis à sauter et à donner des coups de patte qui ont non seulement fait lâcher prise au prédateur, mais qui l'ont aussi atteint en plein visage. Honnêtement, ça a l'air douloureux. Et les zèbres sont capables de donner des coups de patte extrêmement forts. Les scientifiques affirment que les zèbres ont un arrière-train si puissant qu'ils sont capables de briser la mâchoire d'un crocodile. Les zèbres sont considérés comme ayant les plus forts coups de patte et ils peuvent tuer un lion de 280 kg d'un seul coup. À condition bien sûr d'être assez en colère ou effrayé pour le toucher au bon endroit. Si un lion combat un zèbre qui n'a aucune envie de lui servir de dîner, le prédateur aura beaucoup de chance s'il en sort vivant. Vous vous souvenez que dans une autre vidéo, on a parlé des ânes qui protègent d'autres animaux. Il faut que j'en parle encore, et c'est pas parce qu'ils sont apparentés aux zèbres. Voici l'exemple le plus frappant. Il n'y a pas si longtemps, en avril 2022, on a envoyé des ânes de garde dans le Colorado pour protéger un troupeau de vaches contre les loups. En effet, à une période, les attaques de loups sont devenues plus fréquentes,
il fallait faire quelque chose pour y remédier. Et en plus d'autres méthodes de protection, on a décidé d'employer des ânes sauvages. Comme ces animaux sont très sociables et qu'ils ont l'habitude de se protéger constamment des prédateurs, eux et leurs troupeaux, ils peuvent faire le même travail que des chiens. Leur rôle n'est pas de fuir les prédateurs, mais de les repousser du mieux possible. De plus, ces adorables ongulés sont moins chers que des chiens, et ils ne nécessitent pas de dressage. On les laisse simplement, se comporter comme des ânes. Cependant, chaque maillon de la chaîne alimentaire est étroitement lié aux autres. On peut être un serpent qui mange des souris et des lapins, mais qui sert ensuite de repas à un faucon. Par exemple, une buse à queue rousse a remarqué un serpent Pantherophis obsoletus, et elle s'est dit que ce serpent ferait une proie parfaite. Gros, délicieux, nutritif, mais elle n'a pas pris en compte le fait que le serpent était assez gros et donc assez fort pour se défendre. Si l'oiseau s'y prend mal et que ses serres manquent le corps du serpent, celui-ci peut s'enrouler autour de lui et serrer, maintenant l'oiseau comme dans un étau. De tels cas ne sont pas rares, et parfois le serpent s'enroule autour de la gorge de l'oiseau. En fait, d'après ce que Steve et moi avons pu trouver, les gens ont tendance à intervenir quand ils voient une telle chose. Ils séparent les adversaires qui s'enfuient chacun de leur côté. Mais sans les humains, les serpents auraient tué pas mal d'oiseaux qui s'en étaient pris au mauvais dîner. Les serpents utilisent au mieux leurs muscles puissants afin de survivre, mais c'est ce que font presque tous les animaux. De leur côté, les kangourous tournent la situation à leur avantage. Pour se protéger d'un chien, ce kangourou est entré dans l'eau, car il sait très bien comment en faire une alliée. Un kangourou peut se tenir debout dans l'eau et être encore en mesure de frapper avec ses pattes avant. Tout ce qu'un chien peut faire, c'est nager plus près, et c'est tout. Il peut même pas mordre le kangourou, car celui-ci le frapperait aussitôt de ses puissantes pattes avant. Et voici une autre histoire, impliquant aussi un kangourou, un chien et de l'eau. Je commence à croire que tous les kangourous suivent des cours de combat contre les chiens. Mais cette fois, l'animal sauvage s'est pas contenté de se réfugier dans l'eau. Il a attrapé son adversaire et il a essayé de le noyer. Les chiens sont bons nageurs, bien sûr, mais même eux ont une limite. Quand on étudie le rapport des kangourous avec l'eau, on s'aperçoit qu'ils ont bel et bien développé un certain instinct. Les écologistes et les experts en kangourous affirment que ces animaux se précipitent dans l'eau lorsqu'ils sont menacés par un prédateur. Et un chien est assurément considéré comme un prédateur, même si les kangourous sont assez grands. Oui, certains kangourous sont assez forts pour attraper un chien avec leurs pattes puissantes, aux griffes non moins puissantes, et le noyer. On dit qu'en Australie, il n'est pas rare de perdre un chien à cause des kangourous. Mais ne blâmons pas ces pauvres animaux, ils n'ont rien à gagner de ces meurtres. Et le plus souvent, ils restent dans l'eau en espérant que personne ne les y poursuivra. D'ailleurs, les combats entre kangourous et chiens sont beaucoup moins fréquents que, par exemple, ceux entre pieuvres et oiseaux de mer. Avant tout parce que les kangourous et les chiens ne tiennent pas particulièrement à s'entretuer. Alors qu'un oiseau de mer serait enchanté de la mort d'une pieuvre, car elle lui servira alors de délicieux dîner. Bien que les pieuvres puissent se cacher et se déguiser, les oiseaux les trouvent quand même parfois, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Un oiseau de mer a une excellente vue, des griffes acérées et un bec. Une pieuvre possède 8 tentacules musclés et flexibles, chacun doté de son propre cerveau, plus des ventouses. Et bien sûr, un bec qui peut infliger des morsures très douloureuses, car il injecte des substances toxiques. Un oiseau repère une pieuvre qu'il pense pouvoir attraper pour la manger. Il plonge, mais dès que l'oiseau touche l'eau, la pieuvre sort et attrape son adversaire, puis elle l'attire à elle. Ces centaines de ventouses empêchent l'oiseau de s'échapper. À propos, chaque ventouse d'une pieuvre géante peut exercer une force de 16 kg. Alors une pauvre mouette, vous pensez ? Bien sûr, l'oiseau va se défendre, donner de furieux coups de bec aux tentacules. Mais même si la pieuvre en perd quelques-uns, elle n'en sera pas trop contrariée, car elle pourra toujours les faire repousser. Cependant, l'issue de la bataille dépend de la taille de l'ennemi. Si un oiseau choisit de se battre avec une pieuvre géante, qui peut peser jusqu'à 100 kg, il n'aura pas la moindre chance. Si la pieuvre est plus petite que ça, elle ne pourra pas noyer l'oiseau, mais elle pourra quand même se défendre, à condition de pouvoir faire bon usage de l'arme que lui a fournie la nature. Pour être honnête, j'arrive pas à imaginer les pieuvres comme des proies. Elles semblent assez fortes pour être de redoutables prédateurs, et les combats avec des mouettes sont dus à des erreurs de la part des oiseaux. Les rats et les serpents, c'est une autre histoire. On sait tout de suite qui est l'agresseur. Pourtant, les rats peuvent entrer en mode berserk et devenir enragés lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits.
À Naples, une mère rat a foncé sur un prédateur qui tentait de lui prendre son petit. On ne sait pas exactement de quel genre de serpent il s'agissait, il était sans doute pas venimeux. Mais dans tous les cas, je pense que la rate n'aurait pas lâché prise. Elle a mordu et attrapé le serpent jusqu'à ce qu'il libère le petit. Heureusement, il était toujours vivant. Ce désir bien compréhensible de protéger ses petits se retrouve chez de nombreuses espèces animales. Ça n'a rien à voir avec le fait d'éprouver de tendres sentiments envers les bébés, même si ça existe peut-être chez certains animaux. Simplement, chaque espèce cherche à propager ses gènes autant que possible et consacre beaucoup de temps et d'efforts à la reproduction. Alors qu'un serpent réduise tout ce travail à néant, pas question. De plus, les rats ont de quoi combattre les serpents. En fait, ils peuvent être assez féroces, chassés et tués par eux-mêmes, et si nécessaire, utiliser leurs armes pour se défendre. Je parle de leurs dents. En 1812, un minéralogiste allemand a mis au point une échelle pour mesurer la capacité des pierres précieuses et des minéraux à rayer d'autres matériaux. 1 correspondant au minéral le plus tendre et 10 au plus dur, c'est très simple. Les dents de rat sont classées 5,5 sur cette échelle, ce qui signifie qu'elles sont plus dures que le cuivre et le fer. Les rats peuvent facilement ronger le bois, la brique et même dans certains cas le béton et le métal rouillé. Il existe des témoignages récents. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, des internautes se sont plaints que des rats rongeaient leurs ustensiles de cuisine en fer. Vous savez, ces casseroles et ces louches qui ont survécu à 3 de vos arrière-grand-mères, mais qui font pas le poids face à des dents de rat. Bien sûr, tout dépend de l'épaisseur et du type de matériau. On se doute que des rats peuvent difficilement venir à bout d'une énorme chaudière en fonte. Mais une feuille d'aluminium est un jeu d'enfant pour eux. La seule question, c'est pourquoi diable ils font ça. Prends une bouchée de ce... Non. Et face à ces rats qui sont capables de faire fuir des serpents, les chats sont impuissants. Bon, peut-être pas impuissants, mais c'est pas comme dans Tom et Jerry. Notamment parce que Jerry est une souris. Les rats sont trop gros et téméraires pour les chats. Depuis qu'on a domestiqué les chats, ou plutôt depuis que les chats ont décidé de vivre près de nous, on se sert de ces animaux pour lutter contre les rongeurs. Les chats aident les humains dans cette tâche difficile depuis à peu près 9000 ans. Mais il y a quelques années, à New York, des scientifiques qui étudiaient les rats ont découvert que les chats sont pas très efficaces pour les tuer. Sérieusement, regardez ces chiffres. En 5 mois, les caméras à détecteur de mouvement n'ont enregistré que 2 chasses fructueuses. Et c'était dans un endroit grouillant de rats. Il y en avait au moins 150. Les caméras ont filmé 20 autres tentatives de traque et une attaque ratée. Et c'est tout. Les chats sont très doués pour s'occuper des souris et des jeunes rats. Mais dès que les rongeurs atteignent une certaine taille, une sorte d'accord tacite entre en vigueur et les rats et les chats s'ignorent mutuellement. Seuls les chats aux abois et franchement affamés osent chasser des rats adultes. En général, les deux espèces mangent les mêmes déchets sans se chercher de noises. Au fait, quand je dis que les rats sont trop gros pour les chats, j'exagère pas. Un rat brun de New York pèse environ 330 grammes, c'est-à-dire 10 fois le poids d'une souris. Maintenant, imaginez que vous êtes un chat errant. Vous avez le choix. Vous pouvez attaquer une souris de 30 grammes, qui ne se défendra sûrement pas, un oiseau de 15 grammes qui peut s'envoler, ou un gros rat agressif qui peut vous mordre si fort que vous aurez très mal. Sans parler du risque de perdre un œil, voire de mourir d'une infection. En bref, je comprends pourquoi les chats veulent pas se prendre la tête avec les rats. Mais assez parlé des petits prédateurs. Si on passait à quelque chose de plus imposant, un animal dont personne ne peut remettre en question la position dans la chaîne alimentaire. Un ours. Mieux encore, un grizzly. Le prédateur le plus sanguinaire et le plus féroce qui soit, et qui joue les méchants dans de nombreux dessins animés pour enfants. Lorsqu'un grizzly attaque, il a tendance à se concentrer sur la tête, la nuque et les épaules de sa victime. Il attaque du dessus. Après tout, il est assez grand pour ça. Mais parfois, la malchance s'en mêle, et la proie se transforme en tueur. Des randonneurs ont découvert le corps d'une femelle grizzly de 70 kg près d'un sentier de randonnée fréquenté. Au début, les autorités n'étaient pas sûres de la cause exacte de la mort, mais une nécropsie a révélé un coupable surprenant, une chèvre de montagne. L'emplacement des blessures au niveau du cou et de l'aisselle du grizzly suggérait que la chèvre, attaquée par l'ours, l'avait transpercée de ses cornes. Elle avait sûrement rejeté sa tête en arrière ou quelque chose comme ça. On dit que les chèvres de montagne survivent rarement aux attaques d'ours, mais ça arrive parfois. Après tout, c'est des animaux lourds et puissants. Les boucs peuvent peser jusqu'à 136 kg, et la nature leur a procuré d'excellents moyens de défense. Ainsi, si un prédateur s'attaque à une chèvre de montagne,
il doit être prêt à un rude combat. Ça vaut pour les ours, mais aussi pour les pumas, et pour tous ceux qui sont pas assez rapides pour éviter les cornes. Mais j'ai été beaucoup plus impressionné par l'histoire d'un sanglier qui a réussi à tuer un ours. Et pas un sanglier sauvage, un sanglier domestique. Je précise tout de suite que j'ai trouvé cette histoire dans un livre, et que ça s'est passé au début du 19e siècle. En Arkansas, un groupe de porcs fut attaqué par un prédateur et tous les animaux, à l'exception du sanglier, se ruèrent pour chercher la protection des humains. Le sanglier n'apparut que 2 heures plus tard. L'animal était mal en point, il était blessé et couvert de sang. Sans parler de son état mental. Être un sanglier qui vient de combattre un ours, ça doit perturber. En bref, il était toujours furieux et très agité. Lorsque les gens ont remonté la piste du sanglier blessé, ils ont trouvé l'ours mort et les traces d'un combat désespéré. Canne à sucre, mauvaises herbes et buissons de papaye avaient été piétinés. Le pauvre ours avait été mutilé par les défenses du sanglier de façon presque indescriptible. Il avait de profondes entailles et lacérations sur tout le corps et les pattes. Les blessures les plus sérieuses avaient été infligées au niveau du ventre. Apparemment, le sanglier avait frappé l'ours de ses défenses avec une telle force que l'ours n'avait aucune chance de survivre. On ignore toutefois ce qu'il est advenu du sanglier. J'espère qu'il s'en est sorti. En fait, je pense que dans les situations désespérées, tout animal se bat jusqu'au bout, faisant preuve d'une résilience à laquelle on ne s'attend pas. Il est même étrange que les proies n'agissent pas tout le temps comme ça. Prenons par exemple les manchots. Les pétrels géants sont l'un des prédateurs qu'ils craignent le plus. Bien que les pétrels géants soient avant tout des charognards, ils peuvent se révéler être des chasseurs très agressifs lorsqu'ils trouvent une proie à leur goût. Les petits manchots et même les adultes blessés sont une cible tout à fait convenable. Mais parfois, les choses se déroulent pas comme prévu, et toute la colonie de manchots attaque le pétrel géant. Oui, c'est un prédateur, mais les manchots sont plus nombreux et plus féroces. On ignore comment ce pétrel géant s'est retrouvé au sol et pourquoi il a perdu la capacité de voler, mais il est clair qu'il s'agissait d'une grosse erreur de sa part. Le résultat était prévisible. Les manchots ont fait face à leur ennemi. Ici, on peut voir des poussins de manchots empereurs attaqués par un pétrel et qui essaient de se blottir les uns contre les autres pour que le prédateur ait plus de mal à choisir sa victime. Peut-être que ça aurait marché, ou peut-être au contraire, qu'un des manchots aurait été sérieusement blessé sans ce manchot Adélie. J'adore l'assurance avec laquelle il marche, c'est comme s'il s'apprêtait à dire au pétrel qu'il a atterri dans le mauvais quartier. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il lui a dit, car le prédateur s'est vite envolé à la recherche d'une proie plus facile. Et c'était la bonne décision. Bien que les manchots Adélie soient petits et aient l'air amusants, ils sont téméraires, audacieux, et ils craignent rarement les animaux dont ils devraient pourtant avoir peur. Et quand on est confronté à une créature si petite mais si courageuse, on se dit qu'il vaut peut-être mieux s'en éloigner. On sait jamais. D'après vous, qui remporterait un combat entre un écureuil terrestre de Californie et un crotal de l'Ouest, en admettant que les deux animaux soient des adultes en bonne santé? Une autre fois, vous auriez sans doute parié sur le crotal, mais aujourd'hui, c'est un cas particulier. Lorsqu'ils sont confrontés à un crotal, les écureuils terrestres essaient de projeter de la terre et des débris sur son visage et ils se jettent sur lui pour le jauger. Si le serpent semble dangereux, l'écureuil fait affluer du sang vers sa queue en la chauffant, puis il hérisse les poils de sa queue et il se met à l'agiter frénétiquement. En général, ça déconcerte le serpent. Pas parce que l'écureuil agit bizarrement, mais parce que le serpent le perçoit comme quelque chose de très grand et de très chaud qui se tient devant lui. Et sûrement aussi très dangereux, qu'il vaut donc mieux ne pas attaquer. Mais si le serpent attaque quand même, l'écureuil se transforme en ninja. Il bondit sur le crotal de tous les côtés, il l'entaille avec ses dents acérées et il saute sur la tête du serpent de tout son corps. Et si en plus c'est une mère qui protège ses petits, je plains le serpent. Mais le plus étonnant des petits animaux dotés d'un mode pas de pitié est l'écureuil à houppe de Bornéo. Il est endémique à l'île de Bornéo, il pèse 1 à 2 kg et il est sacrément vicieux. Selon les chasseurs locaux, cet adorable animal pelucheux attaque les cerfs et les tue afin de dévorer leur estomac, leur foie et leur cœur. Il raconte que l'écureuil se perche sur des branches basses, qu'il tend une embuscade aux cerfs qui passent et qu'il les mord à la jugulaire pour les vider de leur sang. Une fois le cerf mort, l'écureuil mange ses organes internes. Rappel, on parle bien d'un écureuil. Oui, celui-là avec sa belle queue et ses oreilles poilues. Dans les villages proches de la lisière de la forêt, on dit aussi que l'écureuil tue les poules.
dont ils ne mangent que le cœur et le foie. Ça ressemble à une légende, mais le naturaliste Edward Banks avait noté en 1949 que cet écureuil est méfiant, difficile à observer et qu'il mord férocement. En outre, il existe d'autres écureuils qui chassent les petits vertébrés. Alors pourquoi ces animaux ne pourraient pas ajouter du cerf à leur menu ? Après tout, leurs dents et leurs griffes acérées rendent la chose tout à fait possible. Bon, en 2020, on a effectué des recherches et on a constaté que l'écureuil à houppe de Bornéo se nourrit essentiellement de 2 types de graines. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir on découvrira autre chose et on réalisera soudain que quelque part sur notre planète, il existe bien des tueurs de cerfs mignons et tout doux. Avec les guêpes, c'est plus clair, on s'attend pas à ce qu'elles soient pacifiques. Elles piquent volontiers et elles font le nécessaire pour défendre leur progéniture. Mais quand on pense à un combat entre guêpes et oiseaux, on parie toujours sur les oiseaux. Pourtant, les guêpes aussi peuvent entrer en mode berserk. Au Brésil, on en a vu une se poser sur la tête d'un poussin de 4 jours en l'absence de ses parents, le piquer et déchirer sa chair, laissant le pauvre poussin mortellement blessé. D'autres poussins dans la même région avaient des blessures similaires, c'était pas un cas exceptionnel. En général, les guêpes n'ont rien contre la viande, mais elles préfèrent celle qui ne se défend pas, c'est-à-dire la charogne. D'un autre côté, s'il y a un poussin sans défense dans le coin qui a l'air d'un bon casse-croûte, pourquoi pas l'attaquer ? Selon certaines observations, une guêpe a visité 17 fois le même nid en l'espace d'environ 1h40 minutes. Elle a peut-être eu besoin de plusieurs voyages pour transporter les morceaux de l'oiseau jusqu'à son propre nid. Et si vous trouvez ça cruel pour les oiseaux, eh bien, c'est la vie sauvage, c'est jamais tendre. Il existe des oiseaux qui, pour manger les abeilles et les guêpes, leur arrachent littéralement le dard. Pas surprenant que les insectes soient rancuniers. Pourtant, ils ont de la chance de ne pas avoir affaire à l'oiseau appelé le pinson vampire. Ça évoque un déguisement idiot pour Halloween, mais il s'agit d'une espèce bien réelle qui vit dans l'archipel des Galapagos. À première vue, c'est un petit oiseau inoffensif doté d'un bec très pointu dont il ne se sert pas que pour manger des fruits et des noix. Le pinson vampire doit son nom à son étrange habitude de picorer la peau des grands oiseaux et de se nourrir de leur sang. Apparemment, ça se produit lorsque les autres sources de nourriture se font rares. Dans l'archipel des Galapagos, le manque de nourriture peut être un problème. Les principales proies de ces suceurs de sang à plumes sont le fou de Nazca et le fou à pieds bleus, et se faire picorer le cou ne semble pas les déranger. Personne ne sait vraiment comment le pinson vampire a développé ce goût pour le sang. On pense qu'au fil des siècles, il arrivait que les pinsons picorent trop fort la peau des oiseaux de mer en se nourrissant de leurs parasites. Ça arrivait 1 fois, 2 fois, et puis ils y prenaient goût. Ça peut arriver à tout le monde. À plus.